Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Je viens de rentrer en France où je vais probablement rester quelques temps, après 1 an et demi de nomadisme. Du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais parler du retour de voyage qui peut être assez difficile à vivre, voire parfois très difficile. Et puis plus globalement, je vais parler du fait de renouer avec son pays d'origine. Donc oui, je vais parler des difficultés qu'on peut rencontrer quand on rentre après une expatriation ou un voyage, mais je vais aussi donner des solutions pour mieux vivre ce retour. Puis il y a pas mal d'éléments, que je vais partager qui peuvent concerner celles et ceux qui sont pas nomades, mais qui aspirent quand même à la découverte, au voyage ou, juste à vivre différemment leur vie sédentaire, peut-être, plus en harmonie avec, leur lieu de vie qu'on n'a pas forcément, choisi. Donc un petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas spécialiste. Je vais partager mon expérience en m'appuyant sur des travaux, de personnes dont c'est le métier, donc heu, de psychologue justement. Mais voilà, le but c'est de partager sur mon ressenti, et d'essayer d'ouvrir la discussion sur ce sujet-là. Allez, c'est parti! Donc comme d'hab, je vais commencer par un peu de contexte. Donc, depuis que je suis nomade, je suis déjà revenue en France plusieurs fois, mais c'était 2 ou 3 semaines. C'était un peu par contrainte. Donc ça peut être des rendez-vous médicaux, le travail, de voir ma famille. Donc je suis déjà revenue, mais je savais que c'était pour des durées courtes. Généralement, j'avais déjà planifié la date où je repartais et le lieu où je repartais, donc j'avais quand même une possibilité de me projeter. Là, c'est un peu différent, je reviens pour plusieurs mois et j'ai vraiment la volonté d'essayer d'aborder mon pays autrement, de travailler sur ce rapport, assez conflictuel, on peut dire, que j'ai avec la France. Donc dans ma situation, il y a 2 sujets. Le premier, c'est le choc du retour et le second, c'est celui du conflit avec, son pays d'origine. Donc je vais parler un peu de ces 2 choses-là, en m'appuyant sur les recherches que j'ai pu faire, aussi. La première partie, c'est le choc, qu'on peut avoir quand on rentre de voyage ou d'une expatriation, par exemple. Donc on en parle de plus en plus de ça quand même. Quand on rentre, on a changé généralement et les gens qui sont restés potentiellement ont changé aussi, pas forcément dans la même direction. Il y a plusieurs articles que j'ai trouvés sur le sujet et notamment le nom de Barbara Vionnet qui revient beaucoup, qui est psychologue clinicienne spécialiste du sujet de l'expatriation justement. Donc elle parle de choc culturel inversé et elle le décrit comme ce sentiment brutal de se sentir étranger dans son propre pays. Je trouve que c'est assez vrai, que ça met bien des mots sur le ressenti qu'on peut avoir. D'ailleurs, j'ai découvert un mot qui est le mot impatriation, donc le fait de revenir dans son pays après une expatriation. Je connaissais pas ce concept et il est assez intéressant et justement, cette psychologue travaille pas mal dessus. Donc c'est vraiment ce fait d'être en décalage, voilà, du fait que les gens comprennent pas forcément ce qu'on a vécu, ils comprennent pas non plus forcément pourquoi ça peut être difficile de rentrer. D'ailleurs, dans les recherches que j'ai faites, justement, j'ai trouvé cette idée que l'expatriation, en France en tout cas, c'est quand même synonyme d'une certaine réussite, d'une chance et que du coup, c'est pas forcément facile d'être compris par son entourage, dans les difficultés qu'on a pu éventuellement traverser quand on rentre. Du coup, c'est important pour moi d'ouvrir la parole sur ce sujet aussi parce que le fait de le partager, moi, ça m'a aidé de lire des choses que je ressentais, qui étaient aussi ressenties par d'autres personnes et je trouve qu'on se sent moins seul et ça aide à mon sens. Et il y a un deuxième sujet par contre dont on parle beaucoup moins, je trouve, c'est celui du conflit avec son pays d'origine. Donc il est assez important pour moi et je vais l'approfondir puisque je pense que cette problématique, elle m'est pas propre en fait. J'ai remarqué ça chez beaucoup de nomades ou d'immigrés qui ont choisi donc de partir, cette forme de rejet un peu de son pays d'origine. Donc chez moi, je m'en suis rendu compte très, très tôt.
Quand je suis partie en Australie, au lycée, je me suis tout de suite sentie beaucoup mieux là-bas. Il y avait une forme d'ouverture d'esprit qui me manquait en France, qui m'affectait particulièrement à la période de l'adolescence, en plus, qui est pas toujours facile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu voyager, en fait. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir envie de partir en voyage. Ça peut être pour vivre des aventures, ça peut être pour des opportunités professionnelles. Voilà, moi, c'était vraiment pour trouver ou peut-être pour retrouver d'ailleurs cette ouverture d'esprit et comme j'avais toujours vécu en France et en plus à Paris et ben, j'avais connu que ça et du coup, j'avais l'impression de m'enfermer dans un mode de pensée très, français, très citadin aussi peut-être et quand je dis français, je veux dire, négatif, pessimiste. En tout cas, c'est comme ça que je ressens la mentalité de mon pays. On a aussi parfois un peu cet esprit, condescendant, un peu arrogant. On a une mentalité, je trouve, très élitiste dans notre culture. On a l'impression d'avoir, cette culture supérieure, que ce qu'on a, c'est mieux que les autres. On fait pas forcément l'effort aussi de s'intéresser aux autres cultures et moi la première, hein, pendant des années. D'ailleurs, il y a un peu ce cliché des Français qui sont pas très bons en langue et je pense que c'est pas que nos méthodes d'enseignement, c'est aussi parce qu'on fait pas vraiment l'effort de s'adapter, d'essayer d'apprendre, y compris quand on voyage d'ailleurs. Et quand je dis tout ça, je veux vraiment pas être donneuse de leçons parce que je pense que je suis la première à représenter cette, mentalité qui est pas forcément très flatteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus de ça, il y a le fait qu'on n'a pas une situation politique forcément facile, surtout en ce moment et moi, je sais que je suis un peu désabusée face à ça. Pour moi, ça a vraiment contribué à renforcer mon envie de m'en aller. Il y a ça et puis il y a le sentiment d'insécurité aussi, qui est très fort en France, surtout à Paris. On en a déjà parlé dans des précédents épisodes avec d'autres nomades qui avaient ce ressenti aussi. En plus, à Paris, justement, les gens sont pressés, ils sont stressés, il fait souvent gris, surtout en ce moment encore une fois. Hem, on manque de lumière, donc ça affecte forcément. Bref, ce rejet, il est très présent et c'est le cas chez pas mal de voyageurs ou immigrés que j'ai rencontrés. Mais j'insiste sur une chose, c'est qu'il s'agit pas que de Français, en fait. J'ai rencontré aussi des Espagnols, des Italiens qui ont le même sentiment vis-à-vis de leur pays ou de leur ville d'origine. Donc je pense que c'est beaucoup plus répandu qu'on le croit, en fait. Une fois toutes ces choses négatives, dites, j'ai vraiment pas la volonté dans cet épisode d'être trop négative, même si c'est un sujet qui est difficile parce que je pense que c'est important d'en parler quand même. Mais voilà, moi, en revenant cette fois, j'avais la volonté de renouer. Je savais que j'allais probablement devoir rester plusieurs mois et pour être honnête, c'est qu'à moitié un choix. Donc déjà, je choisis d'être ici pour être proche de ma famille qui est dans un moment de vie important et donc je choisis d'être à leur côté. Je choisis aussi de revenir parce que c'est plus facile pour développer mon activité de freelance, d'être à Paris quelque temps. Mais je dis aussi que c'est qu'à moitié un choix parce que c'est quand même un choix de la raison, pas vraiment un choix du cœur. Mais en tout cas, en revenant, j'essaie de me mettre dans une perspective différente. Donc je me suis beaucoup préparée à ça et je me suis dit que je voulais essayer de redécouvrir Paris en rentrant, cette ville où j'ai toujours vécu, mais qu'en fait, je connais très mal en dehors de mon quartier et peut-être aussi les alentours de Paris, que pareil, je connais pas du tout, pour être honnête. J'ai cette envie d'essayer de vivre ma ville d'origine différemment, donc peut-être de rencontrer des gens, des locaux, des non locaux, de prendre le temps, en fait, de visiter comme je le ferais dans une autre ville, d'essayer de voir ce que je connais déjà avec un œil neuf et un œil nouveau, comme je le ferais pour une, ville que je connais pas du tout, en fait et aussi d'apprendre à apprécier ce qu'on a chez soi. Donc il y a un concept, que j'ai découvert, ces derniers mois qui s'appelle la micro-aventure et en fait, c'est cette idée qu'on n'a pas besoin de partir loin pour vivre des aventures justement. On peut, partir près de chez soi et apprendre à redécouvrir ce qui est à côté, mais dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on ne fait pas l'effort, justement. Donc cette notion de micro-aventure, je la trouve très intéressante et globalement, le fait de repenser son rapport au voyage, on en parlera dans un très prochain épisode avec un invité spécialiste de cette question. Donc je ne vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Mais sur tout ce que je vous ai dit, sur ce que j'avais imaginé pour essayer de mieux aborder mon retour cette fois, parce que mes précédents retours, je les ai quand même assez mal vécus pour être honnête. Même s'ils étaient très courts dans le temps, et que surtout il y avait une date limite, c'est-à-dire que je savais que j'allais repartir.
Mais tout ce que je vous dis là, il y a pas que moi qui le dis. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce à quoi j'avais pensé, je me suis rendu compte que c'était des conseils qui étaient donnés aussi, bah, justement par des experts du sujet. Donc je vous reparlais de Barbara Vionnet que j'ai mentionné plus haut. D'ailleurs, je vous mettrai des articles dans lesquels elle parle de son sujet d'expertise qui est l'impatriation, enfin le retour de voyage et cetera. Et elle, elle donne des conseils pour mieux préparer ce retour. Donc déjà, elle dit qu'il faut bien se préparer. Ensuite, elle exprime le fait qu'il faut vraiment redécouvrir son ancien environnement comme un endroit inconnu, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai dit plus haut. Et puis aussi, elle parle du fait qu'il faut éviter la comparaison avec ce qu'on a vécu avant et essayer de, voilà, l'aborder pas comme, un calque, en fait, de ce qu'on a déjà vécu, mais comme une continuité. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais dans les faits, c'est pas forcément aussi facile. Personnellement, je suis remontée en France avec ces intentions en tête. J'appréhendais beaucoup quand même de tout simplement pas y arriver, de pas réussir à changer cette perspective que j'avais. Et de fait, ça fait 4 ou 5 jours que je suis rentrée au moment où j'enregistre cet épisode et ça fera, 1 semaine au moment de sa sortie et mon retour, pour être honnête, est très, très difficile. C'est-à-dire que tout ce que j'appréhendais, ben, j'y suis confrontée globalement et même à beaucoup d'autres trucs qui sont un peu pires que ce que j'avais imaginé. Donc, je vais vous partager ces difficultés que je rencontre personnellement. Mais si vous me connaissez, vous savez aussi que je tiens à essayer d'apporter au maximum des outils et donc pour, chaque problème que je vais lister, je vais ensuite proposer des solutions que je veux mettre en place pour surmonter ces difficultés. Donc le premier point qui a été très difficile pour moi, c'est, la culture et les autres langues que j'ai l'habitude de parler au quotidien. Moi, j'aime ça, parler d'autres langues, au point que je suis vraiment frustrée quand on me parle français. Le problème, c'est qu'en France, ben, la majorité des gens me parlent quand même français, quoi. C'est bête, mais l'autre soir, j'étais danser, une soirée salsa et tout et j'ai rencontré des gens qui parlaient espagnol, par hasard et ça a été un bol d'air frais immense pour moi. Donc pour permettre cette immersion justement linguistique et culturelle qui peut manquer quand on rentre chez soi et ben, ce qu'on peut imaginer, c'est d'aller dans des, échanges linguistiques, des meet-up pour rencontrer des gens. Donc Meetup, c'est une application qui recense plein d'événements. Il y en a d'autres. Moi, j'aime bien utiliser celle-là. Elle est gratuite et ça recense pas mal d'événements dans les grandes villes. Il y en a beaucoup, beaucoup et notamment des événements, bah, internationaux avec des échanges linguistiques qui peuvent être sur plusieurs langues ou ciblés sur une langue. Donc voilà, je pense que c'est un grand bol d'air frais. Ça permet, bah, de nouer des relations avec des personnes qui sont pas forcément françaises et de continuer à avoir ce contact avec d'autres cultures, cette ouverture d'esprit qui peut parfois nous manquer si on reste juste avec des locaux et des personnes qu'on connaît depuis toujours aussi. Parce que comme je disais, il peut y avoir ce décalage avec les personnes qui sont restées et qui ont changé, pas forcément dans la même direction que nous. Les événements et les meet-up, c'est une première solution. Ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est d'accueillir des gens chez soi, avec des solutions comme Couchsurfing et du coup, ça permet de faire venir l'étranger chez soi, en fait. Donc moi, j'ai pas la possibilité de le faire, en l'occurrence, mais ça peut être une solution si vous en avez la possibilité. Dans mon cas, je vais en profiter pour apprendre une nouvelle langue. Donc en l'occurrence, ce sera l'italien et je pense que de me focaliser sur la découverte de cette nouvelle culture, là, que pour le coup, je ne connais pas du tout puisque j'ai pas encore vécu en Italie. Donc je pense que ça peut m'apporter un nouveau bol d'air frais et me permettre de focaliser mon attention sur quelque chose qui continue à m'enrichir culturellement, même si je suis rentrée en France. Et puis, de manière générale, si c'est l'aspect linguistique qui vous manque, le fait de parler des langues, il y a des applications qui existent. On peut trouver des partenaires, de langue, en fait, des échanges. Donc, une personne qui apprend votre langue et vous, vous apprenez la sienne et les applications mettent en relation. Donc, on peut nouer des relations comme ça. Il y en a une qui est assez connue qui s'appelle Tandem. Hem, c'est digital, donc c'est pas forcément, exclusif comme solution. Moi, je trouve ça bien de compléter avec justement des événements, des rencontres, voilà, peut-être des musées aussi qui vous donnent une ouverture culturelle un peu différente. Mais voilà, c'est les solutions que j'ai imaginées pour cette première frustration, ce premier point de friction que je ressens. Un deuxième point de friction, c'est l'administratif. Déjà, c'est un sujet qui me stresse beaucoup de base, mais en plus, en rentrant,
J'ai eu une très mauvaise expérience avec une entité administrative française dont je tairai le nom, mais la personne qui m'a reçue a vraiment été extrêmement désagréable avec moi. J'avais des soucis liés au fait, bah, que je suis nomade justement, donc je lui posais des questions sur comment faire, dans ma situation et elle m'a dit genre, «Non mais comment ça nomade? Nous on n'a pas statut nomade, c'est quoi cette histoire, Ah bah, il manquait plus que ça dans ma journée». Enfin voilà, en vrai, avec du recul, en fait, la situation était drôle parce que c'était tellement dans le cliché de ce qu'on peut, dire de l'administration française et des Français en général, en fait. À l'étranger, on entend beaucoup ces stéréotypes-là et là, c'était vraiment l'incarnation de tous les stéréotypes qu'on peut imaginer qui sont pas forcément flatteurs. Donc voilà, avec le recul, en fait, je dois en rire, je pense, de ça. Mais ce genre de mauvaise expérience, quand on est rentré depuis 2 jours et qu'on le vit pas forcément bien, bah, ça aide vraiment pas. J'ai pas de solution pour remédier, aux failles de l'administration française et au manque d'amabilité des gens en général, malheureusement, ni pour tous les autres sujets qui sont soulevés par, les impatriés, selon d'ailleurs la psychologue dont j'ai parlé plus tôt. Donc elle en liste plein dans un des articles que j'ai lus. Elle parle des incivilités dans la rue, des grèves, des lourdeurs administratives, d'une certaine insatisfaction permanente, de la difficulté aussi à construire une vie professionnelle en prenant en compte prioritairement les diplômes et non pas les compétences, concrètes. Donc voilà, ça c'est que des exemples. Ça peut générer des frustrations chez les gens. Moi, je vais pas faire une liste infinie des choses, qui m'affectent négativement, voilà, les gens qui disent pas bonjour, les rats dans le métro, les camions qui roulent sur la file de gauche, les regards vicieux de certains mecs dans la rue, voilà. Ça sert à rien de s'étendre là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai pas trouvé de solution magique à l'heure, où je vous parle, mais néanmoins, j'ai la volonté d'essayer de changer mon mindset au maximum et pour ça, je vais aller chercher du côté du stoïcisme. Donc c'est un courant philosophique qui revient assez à la mode, donc vous en avez peut-être entendu parler. Il y a notamment le principe que les obstacles qu'on peut rencontrer dans sa vie, c'est en fait des opportunités. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails de cette philosophie parce que déjà, je suis très loin d'être experte et ensuite, ben, c'est pas le sujet. Mais il y a un des principes que je trouve intéressant et je pense que ça peut aider, c'est qu'il y a 2 catégories de choses. Il y a ce qui dépend de nous, donc ce qu'on pense, nos désirs, nos actions, nos réactions par rapport à un événement et cetera. Et la deuxième catégorie, c'est ce qui dépend pas de nous. Une personne qui est pas aimable, ça dépend pas de nous. Le métro qui est en retard, les grèves, voilà, ça dépend pas de nous. Et donc la seule chose qu'on peut maîtriser, d'après donc les stoïciens, c'est notre attitude intérieure face à ça. Donc moi, je suis pas libre de me faire engueuler par, une personne de l'administration. Par contre, je suis libre et je suis responsable de ma réaction et de la façon dont ça m'affecte, en fait. Le principe, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on peut influencer et d'accepter ce qu'on ne peut pas influencer en se plaçant vraiment comme un spectateur, voilà et en essayant de s'extraire de tout ça. Donc c'est pas facile parce qu'on a vraiment un besoin de contrôle. C'est humain, c'est comme ça. On a besoin d'être en contrôle, ça nous rassure. Mais ce que le stoïcisme nous dit et que je trouve intéressant, c'est qu'il faut canaliser au maximum notre besoin de contrôle vers des domaines qui relèvent de notre pouvoir, en fait, sur lesquels on peut vraiment avoir une influence, donc comme notre comportement, nos actions, nos attitudes, et cetera. Et il y a une phrase de Sénèque que j'ai trouvée dans un des articles que je vous mettrai en référence sur le stoïcisme, si vous voulez un peu voir, alors c'est pas tellement sur le stoïcisme en tant que tel, c'est sur la façon dont on peut l'appliquer, aujourd'hui dans notre société, dans notre vie, dans l'entrepreneuriat notamment. Mais il y a une phrase qui dit: «Il faut se faire à sa condition, s'en plaindre le moins possible. Tu rendras le mal léger en le considérant comme tel. Tout dépend de l'idée que l'on s'en fait». Encore une fois, je ne suis pas du tout psychologue et pas du tout experte de ces questions. J'ai juste fait des recherches, qui, je pense, vont m'aider et donc c'est important pour moi de les partager parce que j'espère qu'elles vont aider d'autres, personnes. Mais ce qu'il faut faire, c'est justement pas ça, en fait. C'est-à-dire, c'est pas lister tous les trucs qui nous embêtent et qui nous frustrent, hem, dans notre retour. C'est au contraire se concentrer sur le positif. Une habitude que j'ai repris depuis que je suis rentrée, c'est de lister chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant ou reconnaissante. Ça peut être vraiment des détails,
Ce matin, j'étais heureuse d'entendre le bruit de la cafetière avec le café qui coule parce que là où j'étais avant, j'avais pas de cafetière et je buvais du café soluble et ça m'a rendue heureuse d'avoir du vrai café. Voilà, ça peut être un rayon de soleil, hem, une jolie lumière. Moi, en tant que photographe, c'est le genre de truc qui me rend heureuse. Ça peut être un moment avec un proche, ça peut être un tas de choses, mais il y a pas forcément besoin d'avoir gagné au loto pour se sentir heureux et reconnaissant et je pense que de se focaliser là-dessus et ben, ça peut aider. Et la deuxième chose, c'est d'agir sur ce sur quoi on peut agir. Par exemple, je parlais tout à l'heure d'essayer de rencontrer des gens, d'aller voir des musées, des expos, d'avoir une nouvelle démarche par rapport à son lieu de vie. En fait, la même démarche qu'on aurait peut-être si on était à l'étranger. Pour la météo, par exemple, alors je peux pas décider s'il va faire beau ou s'il va faire moche. Par contre, je peux adapter mon rythme pour pouvoir profiter du soleil au maximum en décidant de travailler le dimanche s'il fait pas beau et de profiter du beau temps la semaine, de travailler plus le matin tôt, le soir tard pour passer l'après-midi à me balader s'il y a une éclaircie à ce moment-là. On peut agir aussi sur les personnes desquelles on s'entoure. Donc je pense que c'est très important de s'entourer des personnes positives. Peut-être d'aller chercher des nouvelles personnes aussi. Comme j'ai dit plusieurs fois, ce qui peut être dur dans le retour, c'est d'être confronté au fait que les gens ont changé différemment de nous et donc d'aller chercher d'autres personnes qui correspondent plus à notre mindset actuel et ben, ça peut nous aider à nous sentir mieux aussi. Tout ce que je dis là, c'est facile à dire, mais c'est pas vraiment facile à faire. En tout cas, pour moi, c'est extrêmement difficile et petit disclaimer, je suis vraiment la pire personne pour donner ces conseils parce que j'arrive pas toujours à les appliquer, du tout. Mais pour revenir sur la phrase, peut-être un peu cliché qui dit que les obstacles qu'on rencontre, bah, c'est des manières d'évoluer et de progresser et en fait, c'est des opportunités, ben, moi, je me dis que ce retour, c'est l'opportunité aussi de faire un gros travail sur moi, sur mon mindset en général, qui va pas me servir uniquement en France, mais qui va aussi me servir, bah, quand je repartirai voyager, dans plein d'autres domaines de ma vie, aussi dans le domaine professionnel, par exemple. En tout cas, cet épisode était un petit peu différent peut-être. Hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous a plu, si vous avez aussi, vous, ressenti déjà, ce choc culturel inversé au retour, bien si vous avez aussi une forme de rejet de votre pays d'origine. Vous pouvez aussi partager des astuces qui vous ont aidé à appréhender tout ça. En tout cas, moi, j'ai décidé pour finir cet épisode de vous proposer un petit, défi, on peut dire. Je voudrais faire appel aux personnes qui sont en France et plus particulièrement sur Paris ou en région parisienne. Et donc l'idée, ce serait que vous me fassiez découvrir votre ville, votre quartier, une activité que vous aimez, peut-être une activité que vous avez jamais faite, un lieu de votre ville que vous connaissez pas et qu'on pourrait découvrir ensemble. L'idée, c'est de se dire, on se fait un concept de micro-aventure près de chez nous et on apprend à redécouvrir, notre lieu de vie. Donc pour celles et ceux qui veulent se prêter au jeu et ben, j'aurais plaisir de passer ce temps-là avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour organiser ça avec moi. Ça me fera plaisir de rencontrer des nouvelles personnes qui ont cette envie, bah, de partager et de découvrir différemment notre joli pays qu'est la France. Et puis je vous partagerai toutes ces micro-aventures sur mon compte Instagram by Chloé V, donc n'hésitez pas à le suivre. Et si vous voulez vous aussi vous prêter au jeu, et ben, contactez-moi avant le 1er mars et on s'organise ça. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Si ça vous a plu, alors vous pouvez donner 5 étoiles au podcast et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram by Chloé V. Vous pouvez aussi me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Allez, à très vite!